Plongeons-nous maintenant au cœur de la contrée sauvage de notre tournée du Walt Disney World au 4e parc thématique du resort, j'ai nommé Animal Kingdom. Dédié en premier lieu aux animaux réels, anciens et imaginaires, un royaume régi par les lions, dinosaures et dragons, un royaume d'équilibre, d'harmonie et de survie, un royaume où nous entrons pour en partager l'émerveillement, en contempler la beauté, vibrer sous l'émotion et bien évidemment apprendre. Ce sont les mots qu'a utilisé Michael D. Eisner pour inaugurer Animal Kingdom au jour de la Terre en 1998. Étant le parc le plus étendu de tous les resorts Disney confondus à travers la planète, il est également le seul 100% thématisé autour de la préservation des animaux et de la nature en général, une philosophie tout autant pensée par Walt Disney lui-même. Bien entendu, c'est un parc zoologique très respectable et accrédité par l'Association mondiale des zoos et aquariums, signifiant qu'ils ont dépassé le standard dans l'éducation, la conservation et la recherche des animaux. En l'honneur de toutes les espèces animales de notre monde, on a fait pousser un arbre magique, un Disnéodendron, et pour être un petit peu plus précis, c'est une sous-espèce du Disnéodendron Superfloren gigantis, le Tree of Life. Les 145 pieds de haut de l'arbre de la vie permet de regrouper les sculptures de 325 animaux tout autour de la surface de son tronc, plus que magnifique. Oh mon dieu, je m'en veux tellement, excuse-moi. Cher auditeur, voici Pumba du film Le Roi Lion. On l'appelle aussi Monsieur Porc. On m'appelle Monsieur Porc. Excellent, ben ça commence bien une vidéo, mais alors pourquoi ne pas vous expliquer l'origine de ce parc thématique unique en son genre? Ok, en fait, il y avait deux principales raisons qui ont poussé Walt Disney World. D'un côté, c'est la réponse à la compétition des autres parcs floridiens axés d'une part ou d'autre aux animaux tels que SeaWorld et Busch Gardens qui prenaient de plus en plus d'expansion. De l'autre côté, c'est pour améliorer l'expérience qui était déjà offerte à Disney, soit à Discovery Island dans le Bay Lake près du Magic Kingdom. Un peu comme j'en ai parlé dans mon émission sur le Seven Seas Lagoon, Discovery Island était un mini-parc zoologique sur une île, de quoi passer une demi-journée à en apprendre sur la nature. On a alors voulu agrandir le tout et le combiner avec des attractions pour offrir une expérience unique d'une journée complète. Comme mes derniers épisodes du Walt Disney World, je vais faire la tournée des différents lands qui nous sont offerts. Tout de suite en entrant, on retrouve l'Oasis. Il n'y a rien de vraiment spécial ici, mis à part qu'il nous introduit au royaume animalier qui succède. On y retrouve par contre plusieurs enclos reprenant l'environnement des différents oiseaux migrateurs provenant de partout autour de la planète. Ah oui aussi, l'autre truc qui attire l'attention est le Rainforest Café tout juste avant la guérite de l'entrée, un restaurant classique américain. Ben parlant de guérite, j'ai fait une petite découverte et j'ai su que l'idée originale concernant la décoration de l'entrée serait l'Arche de Noé. Par contre, étant donné la multitude de cultures à Disney World, on s'en est tenu à une entrée un petit peu plus classique et moins controversée. L'île centrale du parc, aujourd'hui connue sous le nom Discovery Island, accueille deux des restos majeurs et la plus grande boutique d'Animal Kingdom, mais également le film 4D bien comique It's Tough to Be a Bug, nous réduisant la taille d'un insecte accompagné de Flick et de Hopper du film A Bug's Life. L'attraction se retrouve dans le Tree of Life qui se retrouve elle-même dans les sentiers et les enclos portant le nom de l'arbre. Bon, depuis tantôt que je vous parle du Tree of Life, mais les Imagineers ont déjà eu une idée très différente et beaucoup plus complexe en tant que symbole du parc. Voyez-vous ceci? C'est un triple carrousel. Nommé Animal Carousel, l'idée extrêmement populaire à l'époque comprenait un mix d'un peu moins d'une centaine d'animaux différents qui seraient tous regroupés. Dans un manège semblable à celui de Dumbo, nous aurions retrouvé des animaux et insectes volants. Dans celui-ci, un carrousel normal dont les chevaux seraient remplacés par toutes sortes d'animaux terrestres différents. Et puis enfin, dans l'eau, autour de ces deux-là, des bateaux en forme d'animaux marins tourneraient en rond. Le seul élément qui a rejeté totalement le projet est tout simplement que le logo du parc serait trop complexe ou non reconnaissable si l'emblème venait à se réaliser. Bref, on a vu dernièrement que Magic Kingdom a eu son tour de bateau disparu, mais Animal Kingdom tout autant. Il se nommait Animal Kingdom Riverboats, ben pas très original comme nom, mais c'est pas grave là, et faisait un tour dans la Discovery River. Et qu'est-ce que la Discovery River? Ben c'est la rivière autour de Safari Village.
Et qu'est-ce que le Safari Village? Ben c'est Discovery Island. Bon, ok, là, le détail que j'ai pas dit, c'est que l'île a changé de nom au cours de sa première année d'opération, mais c'est juste un détail, là. Pour revenir au tour de bateau, il y avait 2 arrêts possibles. En premier au Safari Village et ensuite dans la section de l'Asie. Précisément 16 mois après son ouverture avec le reste du parc, le manège ferme à cause d'une très grande déception des visiteurs car tous pensaient qu'il s'agissait d'une version encore meilleure de Jungle Cruise alors qu'en fait ce n'était qu'abus de transport. Il n'y avait rien de spécial à voir, mis à part un point de vue différent de la rivière. Alors la prochaine fois que vous irez à Animal Kingdom et que vous vous demanderez pourquoi Disney a reconstruit des quais pour un meet and greet, ma foi, éloigné ou un air de relaxation, vous saurez exactement la réponse. Autour de Discovery Island, la première section que je vais regarder avec vous s'agira de Dinoland USA. Un land qui était basé sur la réalité des dinosaures qui étaient sur notre monde, mais aussi la version caricaturisée ou enfantine de ceux-ci. D'un côté, nous retrouvons une section un peu plus familiale avec le Primeval Whale, le Triceratops Spin ou le Boneyard, démontrant le plaisir relié à ces animaux primitifs. Et en face, Dinosaur. Une attraction très bruyante qui nous fait voyager dans le temps jusqu'au Crétacé supérieur, donc il y a 100 millions d'années, afin de voir de nos propres yeux le monde sauvage et dangereux de cette période préhistorique. On y retrouve beaucoup de dinosaures paraissant dans le film du même nom, et puis donc, avant sa sortie en mai 2000, l'attraction s'est nommée Countdown Expansion et proposait à la fois une devanture différente et une expérience beaucoup plus intense en termes d'émotions vécues et des effets sonores. Un peu plus reculé dans le land, il y a le Theater in the Wild, un théâtre là où il y a eu différents spectacles dans son histoire. À son ouverture, il y avait Journey into the Jungle Book, et puis un an plus tard, Tarzan Rocks, et puis en 2006, il y a l'apparition de Finding Nemo the Musical. Ah oui, petit fait intéressant, un audio animatronique très prometteur pour l'évolution de la technologie a marché à Dinoland USA. Lucky the Dinosaur est le seul AA à marcher de manière totalement indépendante. Non, là, pas vraiment, c'est des audio animatronics. D'ordinaire, ils sont fixes, mais celui-là a pu marcher par ses propres moyens, mais en plus interagir avec le public et même signer des autographes. Malheureusement, il était là seulement 4 mois parce qu'il est en tournée partout autour de la planète. On l'a vu à Disney California Adventure, à Hong Kong Disneyland, mais pour le moment, il est de retour dans les bureaux de Walt Disney Imagineering et sort lors de la visite des studios avec Adventure by Disney. Cette fois, à la place de voyager dans le temps, nous voyagerons autour de notre monde vers le continent asiatique. Il est reconnu pour être la première extension d'Animal Kingdom, soit en 1999, mais ne comporte également pas d'attractions disparues. En entrant là, 2 villages fictifs nous accueillent. Celui dans la vallée au pied de l'Himalaya se nomme Zerkazong, désolé pour la prononciation, là. Et la seconde, Anandapur, en hommage à la famille royale qui y vivait, comprenant sa suprématie, l'honorable Maharaja et sa femme. Maintenant que ce village est tombé en ruine, on a converti le lieu laissé à la nature en centre de recherche animale et de tourisme dans ce que nous appelons le Maharaja Jungle Trek. Des sentiers non loin du spectacle éducatif Flights of Wonders nous présentant des oiseaux majestueux. Entre les deux villes, il y a une épaisse forêt tropicale entourée d'un cours d'eau où le tour en bateau circulaire dans les rapides Kali River Rapids nous permet de nous rafraîchir lors de journées particulièrement chaudes. Bien sûr, je vais pas passer à côté, mais plus loin on retrouve la montagne oubliée accueillant Expedition Everest, auquel il s'agit d'une montagne russe au travers la chaîne de l'Himalaya où les passagers du train rencontreront sans aucun doute la créature mythique, le Yeti. Même si je vous ai dit au début que le parc était dédié également aux animaux légendaires, le Yeti est le premier à arriver près de 8 ans après l'ouverture du parc, le 7 avril 2006 précisément. Dans la section adjacente à l'Asie, un deuxième continent s'étend sur toute sa splendeur exotique. Je parle bien entendu de la région de l'Afrique. Toujours dans l'idée des villages légendaires, Harambe est la porte d'entrée pour les touristes vers un monde de découverte des animaux dans leur habitat naturel. En plus des gorilles, des hippopotames et des okapis que nous pouvons repérer près des sentiers de l'exploration dans la forêt Pangani, le village nous offre aussi le Kilimanjaro Safari, un tour comme en jeep nous amenant dans la savane africaine pour une expédition mémorable accompagnée d'antilopes, d'éléphants, de rhinocéros, de lions, de girafes, d'autruches et même de phacochères, et j'en passe beaucoup. Aussi, il y a déjà eu des zèbres, mais ils ont tous été bannis du parc parce qu'ils étaient trop violents entre eux, avec les autres animaux et même avec les véhicules, donc pour la sécurité de tous, on s'est tenu de malheureusement les oublier. La deuxième attraction majeure est The Festival of the Lion King.
Avant, il se trouvait dans le camp Minimickey, mais depuis sa fermeture en 2014, c'est l'Afrique qui l'accueille dans un tout nouveau théâtre, l'Harambee Theatre. Le spectacle suit un peu la logique du film, mais est entrecoupé de numéros de cirque. Aussi, de grands chars sont utilisés, en fait je devrais dire réutilisés, car ils étaient à l'origine construits pour le Lion King Celebration Parade de Disneyland Resort entre 1994 et 1997. Toujours dans la petite agrandissement d'Harambee, nous retrouvons maintenant de nombreuses aires de relaxation et de restauration. Historiquement parlant, on a connu ici la collation unique d'Animal Kingdom ayant une durée de vente la plus courte, c'est-à-dire une semaine et demie. En effet, Disney a fait affaire avec des spécialistes pour recréer des excréments d'animaux, autant au niveau des couleurs que de la texture. Mais cette fois-ci sous forme de dessert chocolaté. L'idée est très bonne et originale selon moi, mais ils ont quand même dû les retirer étant donné la controverse mondiale qui s'est produite en quelques jours sur les réseaux sociaux. Toi, pour vrai, est-ce que c'était bon? Un peu gluant, mais appétissant. Ok, je veux pas trop de détails là. Dernier petit truc en Afrique, il y a le Wildlife Express Train qui se rend jusqu'au Rafiki's Planet Watch. Là-bas, la Conservation Station nous en apprend sur la conservation de la vie sauvage encouragée par la Walt Disney Company par des rencontres animales, des expositions et un établissement vétérinaire. À l'extérieur du centre, l'Affection Section est une petite ferme pour les tout petits. On peut bien sûr caresser les animaux en entrant dans leurs enclos. Tantôt, j'en ai fait quelque peu référence, mais anciennement, nous retrouvions le camp Minimickey, un camp estival rustique. Mis à part le festival du Roi Lion qui y était, il s'agissait principalement d'un point de meet and greet avec plusieurs personnages avec leur habit de safari. Par contre, il y avait aussi un spectacle beaucoup plus petit évidemment, mais quand même bien. Il se nommait Pocahontas and Her Forest Friends et est resté 10 ans, de l'ouverture à 2008. Il mettait en vedette Pocahontas, Grand-mère Feuillage, un nouvel arbre nommé Sprig et plusieurs réels animaux qui parcouraient la scène car on voulait en apprendre davantage à l'audience à propos de la beauté de la nature et comment vivre en paix et en harmonie avec elle. Pas avec Pocahontas, là, mais bien avec la nature. À moins que ça vous tente de courir dans les forêts d'or et de lumière. Courons dans les forêts d'or et de lumière. Si vous regardez cette vidéo, je crois que vous êtes déjà au courant, mais le land a fermé pour laisser place à Pandora, The Land of Avatar, planifié pour ouvrir dans plusieurs années. Il n'y a pas encore de date précise pour le moment. La construction a commencé en janvier 2014, 3 ans après l'accord écrit entre Bob Iger et James Cameron. Sa superficie sera semblable à celle de Cars Land à Disney California Adventure et le budget de départ est rien de moins que 400 millions de dollars. Plusieurs idées sont annoncées, mais pas toutes. Entre autres, on reproduira les îles flottantes qui apparaissent dans le film original, et le soir, le paysage s'illuminera de la même manière qu'on le connaît. Sous nos pieds, il y aura un pavé numérique intelligent qui laissera nos empreintes de pas lumineux derrière nous. Pour les attractions, les Imagineers ont confirmé un tour de bateau dans la Pandora pour nous présenter la faune et la flore native, incluant également quelques petites descentes, j'imagine dans le même style que Pirates of the Caribbean, mais aussi un simulateur de vol très perfectionné nous apprenant à voler à dos de Banshee des montagnes. Alors pour récapituler, on a vu ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura plus tard, donc il nous reste ce qu'il n'a jamais eu avant. Ah ben c'est... Attends là, toi... Tu me dis que ma phrase est absurde. Je sais pas là, mais t'es pas vraiment bien placé pour me dire ça avec ton Hakuna Matata. Ben oui. En plus, ma phrase était très correcte là, parce que je parlais bien d'un projet prévu mais qui n'a jamais vu le jour. Beastly Kingdom. Un land dévoué aux créatures de légende et de mythologie telles que des dragons, des licornes, des monstres marins et j'en passe. Il y aurait eu autant de gentilles que de vilaines créatures pour apporter un équilibre parfait dans le monde. Malheureusement, une restriction budgétaire apporte une cryogénisation du projet et on le remplace temporairement par le land peu développé qu'en Minimickey. Finalement, pour une raison que tous ignorent, le land est à jamais oublié, laissant ici le parc sans animaux fantastiques pour son ouverture. Les idées laissées à l'abandon est ce que je préfère par-dessus tout, alors laissez-moi faire la nomenclature de ce qui aurait été. Du côté des bonnes créatures, la Quest of the Unicorn, la quête de la licorne, serait une aventure qui enverrait les invités dans un labyrinthe de créatures mythologiques médiévales pour trouver la grotte perdue ou une licorne vie. Finalement, l'attraction Fantasia Gardens, les jardins Fantasia,
serait un tour de bateau musical au travers plusieurs scènes du film Fantasia de 1940. Nous aurions à la fois vu les crocodiles et les hippopotames de la Dance of the Hours, ainsi que les pégases, les faunes et les centaures du pastoral de Beethoven. Le côté obscur, quant à lui, serait dominé par la Dragon Tower, un château en ruine qui abrite un dragon cracheur de feu très gourmand qui y garde un trésor fabuleux dans l'une des salles de la tour. Cependant, plus malin que lui, nous aurions fait équipe avec des chauves-souris pour dérober les richesses de ce dragon en fouettant l'air à coups d'ailes dans un palpitant tour de montagne russe suspendu. Le point culminant de la course serait une rencontre avec le dragon maléfique lui-même, résultant dans un train presque carbonisé d'invités. Alors pour les sceptiques qui pensent que j'invente tout, j'ai même des preuves irréprochables. Premièrement, la plus évidente, il y a un dragon sur le logo du parc alors qu'on n'a jamais retrouvé Animal Kingdom. Deuxièmement, il y a une section du stationnement qui est nommée Licorne ou Unicorn en anglais et qui, je le répète, est là depuis l'ouverture. Troisièmement, une statue d'une tête de dragon très détaillée repose au-dessus d'une des 3 billetteries à l'entrée du parc. Et finalement, une grotte plus ou moins en forme de dragon mais dégageant de la fumée se retrouvait à l'entrée du camp Minnie-Mickey. On pouvait l'apercevoir depuis le pont s'y rendant. On peut se le dire, Animal Kingdom a toujours été très particulier comparativement aux autres parcs du resort. Il fermait plus tôt pour laisser les animaux se reposer, donc on mettait de côté l'idée d'un spectacle nocturne comme Wishes ou Fantasmic, mais jusqu'à ce que la technologie évolue puisque sous peu, un spectacle en soirée intitulé Rivers of Light apparaîtra. Il sera dans le même genre que World of Color à Disney California Adventure, car ça sera un spectacle son et lumière sur l'arbre de la vie et des écrans d'eau. Surtout, il n'y aura pas de feu d'artifice parce que pour la protection des animaux, les débris sont nocifs et le bruit apeurant. Par contre, de ce qu'on peut en voir sur les premiers concepts artistiques, tout le feuillage de l'arbre sera éclairé par des lumières d'ailes multicolores ou quelque chose comme ça, et il y aura une envolée de lanternes telle qu'inspirée du film Réponse. Pour sa localisation, le public sera placé dans la section de l'Asie et de Dinoland USA et portera regard vers Discovery Island. Les écrans et les jets d'eau seront dans le lac juste en face et les lanternes probablement tout autour. Voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode à Animal Kingdom, le royaume animal le plus magnifique et magique qu'il soit sur Terre. Aussi, pourquoi ne pas regarder les autres épisodes de ma tournée du Walt Disney World, ou bien tu peux toujours t'abonner ou laisser un commentaire ou une suggestion pour une prochaine vidéo. En attendant la suite, je vous laisse avec cette petite question. Quels sont les 2 animaux les plus intelligents? Vous savez pas, hein? C'est le cerf et le veau. Cerveau. Merci, merci tout le monde, merci. Là. Je vous dis à la prochaine. Ah oui, petit fait intéressant, toutes les petites matières plastiques sont interdites pour la santé des animaux, donc les couvercles de boissons, les pailles et les ballons sont strictement interdits. Aussi, toutes les toilettes du parc sont munies d'une porte pouvant se fermer car s'il advenait qu'un animal agressif s'échappe, les mesures de sécurité veulent que les visiteurs s'enferment dans les toilettes les plus proches. Enfin, Expedition Everest est la montagne russe la plus coûteuse au monde avec la minime somme de 100 millions de dollars. Elle est également à un demi-pied de hauteur de devoir légalement porter un signal lumineux pour l'aviation. Bye tout le monde!